Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de Psychologie de comptoir. Il y a un genre que j'aime tout autant que la romance et pour lequel j'avais déjà montré mon amour lors du premier épisode d'Halloween, il s'agit bien entendu du fantastique. Grâce au folklore et mythologie dans les différents pays du monde, le fantastique peut se renouveler à l'infini et chaque personne peut donner sa vision d'un fait surnaturel de par son vécu et sa perception, même au sein de scénarios déjà existants. Bien entendu, dans les séries et dans les films, le fantastique est un genre qui ne s'est jamais épuisé bien qu'il soit exploité depuis la naissance de l'art. Comme je le disais précédemment, que ce soit dans un monde totalement fictif ou un qui mêle la réalité et le surnaturel, le genre peut se renouveler constamment et toujours paraître différent. Et pourtant, vous connaissez la chaîne, ici on n'est pas là pour parler d'originalité mais d'archétypes et donc de comment on peut construire un personnage de film en film ou de série en série. Pour ma part, ayant grandi avec des séries pour ados qui mettent en scène un personnage humain au milieu de créatures, j'aime beaucoup le mélange entre le fantastique et la réalité. Je ne dis pas que je n'apprécie pas une bonne œuvre dans un univers fantastique fait de toutes pièces, loin de là, mais j'aime cette possibilité qu'il puisse y avoir quelque chose de magique dans notre monde à nous. Et parmi ces fameuses séries où les créatures surnaturelles et les humains se mélangent, il y en a une qui revient souvent dans ma playlist de séries que je regarde et re-regarde, Teen Wolf. On a déjà parlé de cette série lors de l'épisode 4 de Psychologie de comptoir, mais uniquement pour cracher sur la fin de cette dernière alors que... Bordel, cette série elle était tellement bien. J'ai fait partie de ces gens qui étaient sceptiques face à cette série et j'ai commencé à la regarder assez tard. Mais en vrai, Teen Wolf est une très bonne série qui sait allier l'humour et l'émotion, la violence du monde fantastique et des humains, et enfin qui a su se renouveler régulièrement, notamment sur l'étendue de son bestiaire. Cette diversité lui permet de nous tenir en haleine durant les 6 saisons et malgré une fin mitigée de mon côté, elle a su garder ses fans de bout en bout et s'arrêter tant qu'il en était encore temps. Je vais donc représenter la série pour celles qui la découvriraient avec cet épisode. Teen Wolf est une série de 2011 inspirée du film éponyme de 1985 et mettant en scène Scott McCall, un jeune adolescent banal accompagné de son meilleur ami casse-cou Styles Stilinski. Ce dernier fils de shérif va entendre parler d'un meurtre où le corps de la victime a été coupé en deux et dont une des deux parties est encore introuvable. Il va pousser Scott à sortir de chez lui et à arpenter la forêt de Beacon Hills pour retrouver la deuxième moitié. La police étant sur place, Styles se fait attraper par son père et afin d'éviter d'être puni, Scott reste caché et se retrouve seul dans les bois. Par la même occasion, il se retrouve exposé à une attaque de loup-garou, début de l'aventure du jeune garçon dans le monde surnaturel. Le nouvellement transformé n'est pas une nouveauté en termes de personnage. À vrai dire, c'est une adaptation fantastique du nouveau au sein du groupe. On l'a vu précédemment dans l'épisode 1 sur les sitcoms, mais le nouveau venu est une source de changement au sein de la fiction, que ce soit pour lui-même ou pour les autres. Premièrement, car le nouveau entre dans un environnement qui ne lui est pas familier et doit apprendre de nouvelles choses, un nouveau mode de vie. Deuxièmement, car il apporte une vision fraîche aux autres membres du groupe qui vont évoluer grâce à cette personne qui bouleverse leur quotidien. Le fantastique n'échappe pas à cette règle même dans des fictions plus humoristiques comme What We Do in the Shadows. Les vampires du groupe originel apprennent à Nick à être un vampire, tandis que de son côté, il leur montre une manière plus moderne de vivre qui les intègre un peu plus à la société et qui leur permet de s'ouvrir à d'autres possibilités de relations, notamment entre les vampires et les loups-garous. Il est important que le personnage au cœur de la fiction soit un nouveau venu fraîchement transformé et pas un être surnaturel de naissance, ou du moins depuis suffisamment longtemps pour qu'il ait oublié son humanité. Sa transformation souhaitée ou non est faite malgré eux, qu'elle soit par pur hasard, là au mauvais moment, ou pour sauver leur vie. Ils doivent donc s'adapter rapidement à leurs nouvelles conditions qui va changer leur vie, que ce soit pour eux-mêmes ou leurs relations. Cependant, ils sont humains avant tout et par conséquent, les restes de cette vie seront importants pour les décisions qu'ils vont prendre et qui seront moins drastiques que celles des créatures qui les entourent. Leur humanité est trop récente pour qu'ils agissent à 100% dans les mœurs des créatures qui les entourent, ce qui apporte une vision nouvelle à des codes établis depuis des siècles. Ceci est dû à une chose très importante, la personnalité du personnage. Bien avant que Scott soit transformé, il a toujours été un garçon bienveillant avec un instinct de protection pour ses proches. La nouvelle force acquise grâce à sa race va lui permettre de continuer dans cette direction et d'avoir une réelle chance de protéger sa famille et ses amis. Cette bienveillance va se mêler à leurs nouvelles connaissances et les pousser à chercher la meilleure solution pour éviter les conflits. Là où des personnes plus mal intentionnées verraient ce nouveau pouvoir comme une possibilité de prendre le dessus sur les autres, les personnages comme Scott vont s'en servir comme un atout pour améliorer leur quotidien et améliorer celui des autres. En abuser du moins pour blesser les autres ne leur vient même pas à l'esprit. Mais la bienveillance ne suffit pas, être nouveau a aussi son importance. Être nouveau vient avec une certaine naïveté due à l'ignorance, une utopie que l'on peut avoir l'un et l'autre. Le problème d'être dans le monde surnaturel depuis longtemps, c'est que l'on grandit avec certains codes qui forgent notre vision du monde. Par exemple, Derek a grandi en tant que loup-garou, a vu sa famille être décimée par les chasseurs et ne peut pas voir les humains autrement qu'une menace pour le surnaturel. A l'inverse, Ray Sargent est issu d'une longue lignée de chasseurs qui lui ont inculqué la dangerosité des créatures surnaturelles et la nécessité de les chasser. Dans les deux cas, on est face à des personnes tellement enlisées dans les traditions et une réalité dure qu'ils ne peuvent pas voir plus loin que ce qu'ils ont appris et vécu.
Du coup, les enjeux ne sont pas les mêmes que ceux qui viennent d'arriver dans la communauté. Comme dit précédemment, le nouveau ne connaît rien à cette réalité où la haine prime et ne voit que les solutions bienveillantes qui peuvent bénéficier aux deux parties, sans voir en quoi le passé et la personnalité des personnages est une barrière à ces solutions. De plus, quand on est nouveau, on a le pied dans chaque situation, le côté humain ignorant du monde surnaturel et de l'autre le côté surnaturel informé. Du coup, ils ne sont pas biaisés par l'histoire du surnaturel et se fichent de ce qu'on a inculqué à un clan ou l'autre au cours des siècles. L'important pour lui est d'éviter que des gens souffrent, humains comme créatures. Car bien sûr, sa bienveillance ne s'accorde pas qu'à sa race d'origine. Il comprend que les êtres surnaturels ont souffert de la peur des humains, lui-même étant concerné maintenant, tout comme il comprend la peur humaine puisqu'il l'a été et qu'il a pu voir les ravages de certains loups. Son but est de protéger les deux espèces, celle d'origine et celle qu'il a nouvellement acquise. Au fur et à mesure et inconsciemment, il va bâtir une communauté composée de toutes sortes de créatures, mais aussi d'humains qui vont l'aider dans sa quête d'ouverture d'esprit et de compréhension. Il utilise les capacités de chacun, les améliorant par la même occasion pour favoriser cette compréhension du monde surnaturel et protéger les êtres vivants. Cette bienveillance naturelle va le transformer en leader malgré lui. En effet, même si parfois il cherche vainement un remède pour redevenir humain, il va continuer à améliorer ses capacités surnaturelles pour le bien commun. On va remarquer chez ce personnage une maîtrise de son don bien plus rapide que d'autres nouveaux transformés, notamment due à une volonté forte de s'améliorer. Désormais dans les deux clans et capable d'agir, il va avoir des proches autant dans le surnaturel que dans le monde humain et son influence sur les autres personnages va continuer à grandir. D'un côté, il va convaincre les humains qu'ils peuvent vivre en harmonie et que la peur n'existe qu'à travers les êtres malveillants qui sont une minorité au sein de la communauté. De l'autre, il va influencer la vision des surnaturels à croire en une paix possible entre les deux clans, ces derniers s'alliant petit à petit à sa cause et à combattre les entités qui tenteront de mettre à mal cette paix. Grâce à ses capacités de leader combinées à des solutions efficaces, il obtient la confiance des autres qui voient les résultats positifs de ses actions. Vu qu'on lui fait confiance, on écoute ses arguments, on comprend que la souffrance n'est pas une fatalité et on cherche à l'éviter. Il y a alors un effet de passerelle entre deux communautés grâce à sa personnalité, son objectif et son pouvoir. Ceci est un archétype dans le cadre de créatures qui existent et qui sont en conflit avec les humains depuis des siècles. Mais qu'en est-il lorsque la transformation n'est pas issue de la magie et que toutes les transformations sont relativement récentes? Qu'arrive-t-il quand il n'y a pas des générations et générations d'idées reçues et de préjugés pour influencer le comportement des anciens? Et surtout, que se passe-t-il quand les créatures sont obligées de se nourrir d'humains morts pour survivre? Est-ce que les types de personnages changent? Eh bien non. Et nous allons le voir à travers une autre série fantastique, iZombie. Sorti en 2015, iZombie raconte l'histoire d'Olivia Moore, récemment devenue un zombie à cause d'une greffure. Bien entendu, quand on devient zombie et qu'on est encore capable de réfléchir, on cherche forcément un remède. Cependant, en attendant, on reste une créature ayant besoin de se nourrir de cerveau. C'est pour cela qu'elle décide de rejoindre un cabinet de médecins légistes. Elle découvre ainsi l'un de ses pouvoirs, elle est capable de voir les souvenirs des défunts qu'elle ingère. Elle va dédier ce pouvoir à résoudre des enquêtes et rendre justice aux victimes. Bien entendu, cette tâche est menée à rude épreuve d'une part à cause de son secret qu'elle doit garder, et de l'autre les zombies qui ont décidé qu'ils ne devaient plus rester cachés. Lorsque l'espèce est enfin mise à vue de tous, une guerre menace d'éradiquer soit les humains, soit les zombies. D'un côté, les zombies ont besoin de se nourrir et estiment que la seule solution est de ne pas se priver de nourriture. De l'autre, les humains comprennent le danger de l'espèce qui ne peut se nourrir d'autre chose et veut éradiquer l'espèce avant que la race ne se propage. Encore une fois, le nouvellement transformé va devoir se faire porte-parole des deux espèces. D'un côté, elle est humaine et comprend la détresse des humains à leur égard. Elle sait que tous les zombies ne sont pas comme elle et sont prêts à tuer tout le monde pour avoir leur ration de cerveau. De l'autre, elle est la preuve vivante, lol, que les zombies peuvent agir avec modération le temps de trouver un remède. Elle sait aussi que d'autres zombies vivent cachés et tentent au mieux de consommer très peu de cerveau. C'est auprès de jeunes transformés qu'elle doit agir pour les convaincre de réduire leur consommation et de ne pas sombrer dans la facilité que leur tend les méchants. Des méchants qui sont loin des loups-garous de Teen Wolf, disons-le. En effet, aucun zombie n'est né comme ça. Il s'agit de transformations récentes, donc l'histoire de persécution au fil des siècles qui les pousse à agir négativement en haut avec méfiance n'est pas une carte au programme. Alors qu'est-ce qui les pousse à agir de la sorte? C'est simple, le pouvoir. Il y a deux grandes catégories de méchants que l'on peut noter, ceux qui le sont à cause de la souffrance et qui cherchent un refuge, soit ceux qui le sont par avidité. C'est le cas de Blaine. Désormais en possession de l'immortalité et de la capacité à plier d'autres personnes à sa merci, humains comme zombies, il en abuse et devient un archétype même du monstre. Il transforme des victimes fortunées et présente sa solution comme la seule et l'unique. Et les nouveaux transformés désespérés croient en cette solution car ils n'ont pas d'autre choix. Le challenge pour Olivia est de protéger les humains des zombies tout en essayant de trouver une solution pour eux car elle sait que, comme elle, certains n'ont pas choisi cette vie. Double lol.
Encore une fois, c'est là que le caractère naturellement bienveillant du personnage entre en jeu. Liv va tenter de trouver des solutions pour que chaque zombie ne soit pas obligé de blesser qui que ce soit et va dédier sa vie à protéger les gens et à leur rendre justice. Sans elle, sans des personnages comme elle, le monde sombrerait dans le chaos. Encore une fois, Liv est là pour prouver que tous les zombies ne sont pas des personnes avides de cerveau et destructrices comme Blaine. Devenir une créature n'est souvent pas un choix et quand il l'est, cela se rapproche d'une solution de dernier recours. Le côté compatissant de Liv comprend que les zombies souffrent car ils sont piégés entre leurs besoins naturels, se nourrir de cerveaux humains au risque de perdre leur humanité, et le fait de tuer quelqu'un pour en obtenir. Elle va donc essayer de trouver une solution pour nourrir ces pauvres gens sans qu'ils aient à tomber dans l'énorme panneau de Blaine, tout en faisant comprendre aux humains que le danger réside non pas dans le zombie en lui-même, mais celui qui les guide. Ce n'est pas une tâche évidente, bien plus dure que celle de Scott, car les loups-garous tuent pour se défendre, donc en cas d'extrême nécessité, alors que les zombies doivent tuer pour survivre. Mais dans les deux cas, on est dans une situation similaire, un leader compatissant et bienveillant qui va devoir trouver une solution pour faire coexister deux communautés qui ont des a priori les unes sur les autres et qui vont mettre leur utopie de côté petit à petit pour obtenir le résultat qui fera le moins de dégâts. Pour comprendre le rôle que jouent ces personnages héros au sein de la fiction, il faut les comparer à un autre type de personnages tels que Barbie ou Guy. Barbie et Guy viennent d'un univers utopique et loin de la réalité. Lorsqu'ils se retrouvent au contact de la réalité, ils se rendent compte de beaucoup de choses, que le monde dans lequel ils vivent n'est qu'une illusion dans laquelle ils se bercent faute de ne pas avoir les connaissances nécessaires sur le monde extérieur. Il y aura une sorte de déni face à cette découverte avant que le personnage ne se rende compte qu'étant les seuls au courant, ils sont les seuls capables d'intervenir, de faire prendre conscience de la réalité aux autres personnes de leur entourage. Ils ont un rôle d'ambassadeur, de leader afin de communiquer comment chaque monde perçoit l'autre et d'empêcher une catastrophe. C'est exactement ce que l'on a avec Teen Wolf et iZombie. En étant à la fois issus du monde réel et du monde fantastique, ils peuvent communiquer sur ce qu'ils voient, ce qu'il est possible de faire pour améliorer les choses et apaiser les tensions. Sans eux, le monde aurait sans doute basculé dans une guerre à force qu'un clan ou un autre tente de dominer le reste de la population. C'est aussi ici que réside toute la nécessité d'un personnage positif de base et pas un work in progress en termes de psychologie. Il va guider son groupe dans la bonne direction, dans les bonnes initiatives et rallier les gens à leur cause de par la confiance qu'ils construisent. Leur évolution est plutôt physique, s'approprier leur nouvelle nature, leur nouvel environnement, bien que d'un point de vue psychologique, leur naïveté s'efface petit à petit face à la réalité de la situation et des monstres qu'ils affrontent et qui ne sont pas là pour apprendre, seulement détruire. C'est là qu'on différencie les créatures des séries comme Teen Wolf avec des créatures de naissance et celles de iZombie où les premiers transformés sont très jeunes. D'un côté, on a des créatures méfiantes de génération en génération dues à la souffrance qu'elles ont subie, de l'autre des monstres avides de pouvoir et qui, possédant désormais un don unique entre leurs mains, sont guidés par un sentiment de supériorité par rapport aux humains. Dans les deux cas, on a un effet faux vilain qui se présente, soit le personnage est dans la souffrance trop longtemps et plus ça dure, pire sa méfiance augmente, soit le personnage sera mal entouré et deviendra malveillant. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Le but de notre leader sera de montrer que le mal n'est pas une fatalité lorsque l'on devient une créature, même si on a besoin de sang ou de chair humaine pour survivre, et surtout, il sera pour créer un lien de confiance entre les créatures et les humains, et éviter un conflit si le secret de leur existence venait à être révélé. En convaincant le plus de personnes possible dans chaque camp, on permet au leader d'avoir un argument de poids pour justifier la paix auprès des réfractaires. Il a autant besoin des créatures pour faire leur part que les créatures ont besoin de lui pour les représenter, ce qui ne pourrait pas marcher s'il n'avait pas un pied dans les deux mondes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo en boucle, j'espère qu'elle vous aura plu. Ironiquement, je pense que c'est l'épisode le plus difficile que j'ai eu à écrire car j'avais beau avoir mon raisonnement en tête, je n'arrivais pas à le coucher sur papier. J'espère que malgré tout, vous vous êtes retrouvés dans mes explications et que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve bientôt pour l'épisode 4 de la saison 2 avec une petite fiction au rendez-vous, donc soyez prêts pour le fun! C'est bien ringard comme phrase. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Ciao, bye bye!